Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Il est 16 h à Rabat. Bienvenue dans cette tranche de l'actualité de 16 à 18 h que nous allons essentiellement consacrer à l'actualité avec le journal de la rédaction à l'international. D'abord, il y a ces élections législatives en France tenues hier et En Marche qui est déjà en marche vers l'Assemblée nationale française alors que le taux de participation est historiquement bas. Dans l'actualité de notre région, nous allons revenir sur cette décision du Maroc concernant la crise actuelle entre les pays du Golfe, l'Égypte et le Qatar. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères a exprimé pour la première fois la position officielle du Royaume. Le Royaume privilégie ainsi la médiation au profit d'un dialogue constructif. Retour sur cette décision que beaucoup jugent sage en compagnie de Naïm Kamal, directeur de publication du Quid.ma. Et puis, enfin de cette tranche de la culture, j'aurai le plaisir de recevoir le directeur des Instituts Cervantes de Rabat et Fès pour nous parler de la programmation ramadanesque de ces instituts ibériques au Maroc. Mais avant tout, place à l'actualité en compagnie de Manal Al-Akhdariafou. Merci Khadija. Bienvenue dans cette tranche d'information. Tout de suite, le journal de la rédaction. Voici les titres. À la une de l'actualité, carton plein pour Emmanuel Macron. La République en marche se dirige vers une écrasante majorité à l'Assemblée avec plus de 32% des voix au premier tour des législatives. Elle devance ainsi la droite et la gauche divisées. Autre record, celui de l'abstention. Et puis on revient sur la crise du Golfe. Le Qatar a décidé de détourner le blocus naval des Émirats par Oman pour réduire l'impact du blocus. Et pour sortir de l'impasse, le Maroc propose officiellement sa médiation. En fait le point dans ce journal. Et en fin de journal, on rend hommage à l'artiste marocaine disparue il y a un an lors des attaques terroristes d'Ouagadougou. L'exposition itinérante sur les pas de Leïla Alaoui est à Rabat jusqu'au 30 juin. Notre équipe était sur place. En France, En Marche se dirige vers une écrasante majorité à l'Assemblée. Les candidats d'En Marche bousculent les ténors des partis traditionnels. Lors du scrutin d'hier, marqué par une abstention record, le mouvement présidentiel a obtenu 32,3% des voix, devançant ainsi la droite qui s'est contentée de 21,5%, le Front National de Marine Le Pen qui a obtenu pour sa part 13,2% et la gauche divisée entre différents courants. Autre record, celui de l'abstention avec plus de 51%. Selon les projections par siège, La République en marche et son allié du Modem auraient au deuxième tour dimanche prochain entre 400 et 455 des 577 sièges, très largement au-dessus de la majorité absolue. La large majorité d'En Marche réjouit les Européens qui pressent la France de s'engager sur le chemin des réformes structurelles. Et pour faire le point sur les législatives en France, on prend la direction de Paris où nous attend notre correspondant Mostafa Tossa. Bonjour Mostafa. Bonjour Manal. Alors on l'a dit, le premier tour des législatives en France a révélé une hégémonie totale de La République en marche. Quelles sont les leçons à tirer de ces résultats ? Oui Manal, il y a en gros 3 leçons à tirer de ces résultats du premier tour. La première leçon, c'est que les 2 partis classiques de la vie politique française, à savoir le Parti des Républicains et le Parti socialiste, se sont totalement effondrés et sont même menacés ou de disparition ou de déflagration. Et la deuxième leçon à tirer, c'est que la performance d'En Marche et la performance du parti d'Emmanuel Macron a donné un coup d'arrêt à l'essor du populisme et de la démagogie incarnée par les extrêmes, qu'ils soient de droite à travers Jean-Luc Mélenchon. Et la troisième leçon à tirer, c'est ce taux historiquement faible de la participation qui interpelle et qui interroge la classe politique française. Pour quelles raisons les Français qui se sont déplacés en masse pour les élections présidentielles ont boudé les élections législatives. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent actuellement sur ces résultats de En Marche dans ces élections législatives. Et face à ces résultats très encourageants pour le mouvement En Marche, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, Mostafa, de fin du débat démocratique au Parlement français ? Oui, justement, ça c'est la ligne de conduite et la ligne de défense entamée par l'opposition en essayant de convaincre les Français que s'ils donnent
toutes les clés du pouvoir à Emmanuel Macron, l'Élysée, le gouvernement et le Parlement, on risque de tuer l'opposition, de tuer le débat démocratique et donc d'avoir même le spectre d'un parti unique qui gère la France. Mais d'un autre côté, l'hégémonie dénoncée ou pointée par la presse française d'En Marche n'a pas que des avantages, il y a aussi des inconvénients. Si demain, au sein du Parlement français, il n'y a pas de véritable opposition française, opposition politique, le risque est que l'opposition se déplacerait vers la rue, vers les syndicats et vers le mouvement social. Et donc, on aura, si l'opposition est faible, on aura un affrontement entre le gouvernement et le président de la République directement avec les centrales syndicales qui vont eux aussi vouloir jouer le 4e tour de la présidentielle. Alors Moustapha, le président français a rencontré d'abord le président ivoirien Alassane Ouattara, puis le président sénégalais Macky Sall, et Emmanuel Macron sera en visite au Maroc le 14 juin. Quels sont les enjeux de cette séquence africaine? Oui, cette séquence africaine, je viens d'assister à l'instant même à un briefing à l'Élysée dans lequel les conseillers de l'Élysée décrivent le grand enjeu qui attend Emmanuel Macron sur l'Afrique. Il veut qu'il y ait un grand partenariat entre l'Union européenne et l'Union africaine et pour cela, il compte beaucoup sur des pays du Maghreb, notamment le Maroc qu'il visite le 14. Alors le Maroc, tout le monde a rappelé avec quel terme Emmanuel Macron, quand il était candidat, parlait du Maroc. Il ne s'agit pas d'un simple pays de la Méditerranée ou du Maghreb, mais il s'agissait d'une vraie puissance africaine. Et apparemment, Emmanuel Macron, le nouveau président de la République, compte beaucoup sur le Maroc et sur Sa Majesté le Roi pour monter des partenariats gigantesques entre l'Afrique et l'Union européenne. Et ça sera le cœur de la visite qu'il fera à Rabat. Ils vont parler de ces questions-là d'Afrique, de terrorisme, de développement, mais surtout essayer de nouer des partenariats gigantesques entre l'Union européenne et l'Afrique. Et dans le Maghreb, notamment le Maroc, sera un pays pivot. Merci beaucoup Moustapha Tossa pour cet éclairage. Vous étiez avec nous en direct depuis Paris. Et puis aujourd'hui, le président français Emmanuel Macron a reçu le chef de l'État sénégalais Macky Sall à l'Élysée. Dans les prochaines semaines, le Sénégal va devenir le premier contributeur de troupes à la mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, la MINUSMA. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le président français. Pour sa part, le président sénégalais a insisté sur le rôle de la France en Afrique dans la lutte contre le terrorisme. Macky Sall s'est dit pleinement engagé au Mali et au Sahel. Il a promis d'accompagner la région, la CEDEAO, le G5, tous les pays pour que l'Afrique ne soit pas le ventre mou dans la lutte contre le terrorisme. On écoute le président sénégalais Macky Sall. Si nous laissons l'Afrique comme ventre mou, il est évident que tous les efforts qui sont faits aujourd'hui vers la Syrie seront vains puisqu'il y aura encore, comme des vases communicants, un déploiement vers l'Afrique, vers la Libye et vers le Sahel. Donc, la sécurité du Sahel, c'est aussi la sécurité de l'Europe. Et vous l'avez compris, et c'est très important. Et puis le combat ou l'intensité du combat contre le terrorisme ne faiblit pas. La France et la Côte d'Ivoire vont développer ensemble le partenariat dans ce sens. C'est ce qu'a annoncé hier le président Emmanuel Macron après avoir reçu son homologue Alassane Ouattara. Le président ivoirien a promis de jouer sa part dans la lutte contre le terrorisme au niveau de la sous-région ouest africaine. Emmanuel Macron pose ainsi les premiers jalons d'une politique africaine renouvelée. Au Royaume-Uni, Theresa May doit rendre des comptes aujourd'hui aux députés de son parti. Les conservateurs sont furieux du revers de la première ministre aux législatives de jeudi. Cette position l'a d'ailleurs poussé à chercher un accord avec le parti ultra-conservateur nord-irlandais. Hier, Theresa May a nié être en état de choc et défié les appels à sa démission. Elle est déterminée à continuer de gouverner et débuter, comme prévu, les discussions sur le Brexit dans les 2 semaines. Selon des analystes, Theresa May pourrait être contrainte d'abandonner l'idée d'un Brexit dur et de devoir maintenir le pays dans l'union douanière et le marché unique européen. Toujours dans le chapitre politique, l'Allemagne veut que le G20 aide l'Afrique. Plusieurs dirigeants africains se sont réunis aujourd'hui à Berlin pour attirer les investissements vers l'Afrique. Une centaine d'investisseurs et des institutions financières internationales sont censés apporter un soutien technique aux États dans leurs réformes. C'est aussi une politique pour réduire les migrations vers l'Europe.
En mars dernier, les grands argentiers des principales économies du monde ont convié leurs homologues de Côte d'Ivoire, du Maroc, du Rwanda et de Tunisie à se joindre à eux pour mettre en place ce partenariat baptisé Compact with Africa. C'était lors d'un sommet du G20 Finance. Au Maroc maintenant, soutien au mouvement social en cours à Al-Hoceima. Hier, entre 12 000 et 15 000 manifestants ont participé à Rabat à la marche nationale organisée à l'appel d'organisations associatives, syndicales et des droits de l'homme. Les manifestants ont appelé à réaliser les revendications sociales et économiques exprimées par la population d'Al-Hoceima depuis plus de 7 mois. Mais aussi à libérer l'ensemble des personnes détenues suite à ce mouvement social. Les manifestants ont aussi critiqué la politique du gouvernement dans la gestion de certains secteurs vitaux comme la santé, l'emploi, l'éducation et la justice. On s'intéresse à présent à la crise du Golfe et on fait le point sur la position du Maroc. Il est sorti hier de sa réserve en exprimant sa préoccupation pour la détérioration des relations entre d'un côté l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, l'Égypte et de l'autre le Qatar. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, le Royaume propose officiellement sa médiation. Les détails dans ce sujet signé Salma Saïdi. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale déclare dans un communiqué que le Maroc suit avec une grande préoccupation la détérioration des relations entre le Royaume d'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Royaume du Bahreïn, l'Égypte et d'autres pays arabes d'un côté et l'État du Qatar de l'autre. Depuis le déclenchement de la crise entre les pays du Golfe, le roi Mohammed VI a maintenu un contact étroit et permanent avec les différentes parties à cette crise, en raison des liens personnels solides, de fraternité sincère et de considération mutuelle entre le roi Mohammed VI et les rois et émirs des pays du Golfe, et tenant compte du partenariat stratégique singulier avec les États du Conseil de coopération du Golfe. Le Maroc a aussi veillé à ne pas verser dans les déclarations publiques et les prises de position hâtives qui ne font que renforcer la discorde et approfondir les divergences, toujours selon le communiqué. Le roi Mohammed VI a aussi appelé l'ensemble des parties à faire preuve de retenue et de sagesse afin de faire baisser la tension, dépasser cette crise et régler définitivement les causes qui y ont conduit. Fortement liés aux pays du Golfe dans tous les domaines, le Maroc se sont intimement concernés par cette crise, sans y être directement impliqué, et si les parties le souhaitent, le pays est disposé à offrir ses bons offices en vue de favoriser un dialogue franc et global sur la base de la non-ingérence dans les affaires intérieures, la lutte contre l'extrémisme religieux, la clarté dans les positions et la loyauté dans les engagements. Le Maroc forme aussi le vœu que ce mois sacré du Ramadan puisse inspirer à tous l'esprit de solidarité et de concorde nécessaire pour dépasser les désaccords actuels et afin que le Conseil de coopération du Golfe demeure un modèle de coordination régionale et un moteur de l'action arabe commune. Le blocus diplomatique et économique du Qatar aura un sévère impact à court terme sur les importations de nourriture. En revanche, les exportations de gaz et de pétrole de Doha ne devraient pas souffrir. Le Qatar a décidé de détourner le blocus naval des Émirats par le sultanat d'Oman. 2 lignes maritimes sont ouvertes. Les 2 dessertes se feront entre le port Hamad de Doha et les ports omanais de Sohar et Salalah, selon l'autorité des ports du Qatar. Notez que l'Arabie Saoudite a fermé le seul point d'entrée terrestre du Qatar par lequel transitaient 40% de ses importations alimentaires. Le Qatar est le premier producteur et exportateur de gaz naturel liquéfié et dépend fortement des importations pour ses besoins en produits alimentaires. On ouvre à présent le dossier syrien avec cette avancée de la force arabo-kurde sur le terrain. Elle s'approche aujourd'hui de la vieille ville de Raqqa, principal fief de Daesh en Syrie. Hier, les forces démocratiques syriennes, soutenues par Washington, se sont emparées pour la première fois d'un quartier de l'ouest de Raqqa. Dans le centre-ville très peuplé, les combats s'annoncent plus rudes. Les FDS ont fait état de 23 membres de Daesh tués, sans préciser où et quand. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, plus de 60 civils ont été tués depuis le lancement de l'assaut sur la ville le 6 juin.
Aux Philippines, les forces de sécurité ne baissent pas les bras. Ils tentent toujours de libérer Marawi, ville du sud de l'archipel, tombée aux mains d'extrémistes qui ont prêté allégeance à Daesh. L'armée philippine a hissé aujourd'hui le drapeau national à l'occasion de la journée de l'indépendance, lors d'une cérémonie poignante à la mémoire des dizaines de victimes. Des milliers de soldats philippins conseillés par les forces spéciales américaines livrent depuis le 23 mai dernier à Marawi des combats féroces à des extrémistes qui ont justement prêté allégeance à Daesh et se servent d'environ 2000 civils comme boucliers humains. 58 soldats et policiers ont été tués dans les combats et plus de 20 civils. 200 extrémistes ont été également tués selon l'armée. En Libye maintenant, Saïf al-Islam, le fils de l'ex-dirigeant libyen Muammar al-Kadhafi, a bel et bien quitté la prison de Zenten. Un groupe armé affirme l'avoir libéré vendredi, mais Saïf al-Islam est dans le collimateur des autorités judiciaires de Tripoli qui l'ont condamné à mort par contumace le 28 juillet 2015. Il doit comparaître devant la cour pour qu'elle lui signifie formellement sa condamnation. Selon les avocats de Saïf al-Islam, leur client a été libéré à la faveur d'une amnistie, mais cette information a ensuite été démentie. La situation actuelle est confuse à cause de la présence de milices rivales se disputant le pouvoir en Libye depuis la chute de Muammar al-Kadhafi en 2011. On enchaîne avec cette victoire des forces spéciales somaliennes appuyées par une frappe américaine. Elles ont détruit hier un camp d'entraînement des Chebab à environ 300 km au sud-ouest de la capitale somalienne, Mogadiscio. L'annonce est faite par le président somalien et le Pentagone. Selon Washington, l'opération a été menée dans le cadre légal approuvé en mars par le président Donald Trump. Le texte permet aux forces américaines de mener légalement des actions contre les Chebab dans une zone géographique définie d'activités hostiles et en soutien aux partenaires somaliens. Depuis 2013, des forces spéciales américaines sont revenues en Somalie. Ce contingent permanent est composé d'une 50aine d'hommes. Si vous êtes à Rabat, la capitale du Maroc, je vous invite à visiter l'exposition itinérante du côté de Mahajariad jusqu'au 30 juin sur les pas de Leila Alaoui. La photographe et vidéaste disparue tragiquement il y a un an lors des attaques terroristes d'Ouagadougou. Rabat rend hommage à l'artiste défunte Fayrouz Bentaleb. Sur les pas de Leila Alaoui, c'est là l'intitulé de l'exposition à ciel ouvert, hommage à Selfauché Troutou, pour commémorer et exposer l'engagement et l'humanité de cet artiste. Et donc du 8 au 30 juin, sur l'allée piétonne de Mahajariad à Rabat, le public marocain pourra voguer entre plus de 40 photos et textes de l'artiste pour une totale immersion dans l'œuvre de Leila Alaoui. Leila Alaoui Leila Alaoui s'intéressait au laissé-pour-compte. Elle a été la première à faire un film documentaire sur les migrants africains pour dénoncer le racisme, intitulé « De pays en pays ». Un autre également sur les flottes de la mort, intitulé « No Passara ». Elle a parlé des réfugiés syriens. Leila Alaoui a une renommée au-delà du Maroc. Elle incarnait la voix de l'opprimé, du migrant. Deux projets de la jeune photographie sont exposés. Les Marocains, série de portraits réalisés dans diverses communautés marocaines, et No Passara, projet qui porte sur ces jeunes, tentés par la Méditerranée et ses promesses de lendemain meilleurs. Une exposition qui a pour but de rappeler le parcours exceptionnel de sa créatrice, mais également son côté militant pour un monde plus juste et fraternel. مجلس الجالية المغربي يختار شهر رمضان لعرض أعمال الشهيدة ليلى العلوي لأن نرسل رسالة. Nous avons choisi d'organiser cette manifestation durant le Ramadan pour dire non au terrorisme et à la violence. Et nous avons choisi le plein air pour dire que nous tenons à la vie et que nous n'avons pas peur. Nous continuerons le combat de Leila Alaoui pour le droit des migrants et contre le terrorisme et la violence. L'artiste photographe a été assassiné dans une attaque terroriste à Ouagadougou en 2015. De son vivant, elle a sillonné les continents pour immortaliser un moment d'humanité sur tous les visages et les lieux qu'elle a photographiés.
Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Après le journal de l'économie, une nouvelle édition du journal. À tout de suite.